Pendant que les troupes alliées prenaient Berlin et que le Reich s'effondrait, les épouses des dirigeants nazis affrontaient des décisions extrêmes. Certaines choisirent de mourir aux côtés de leurs époux. D'autres tentèrent de fuir déguisées parmi les ruines. Et quelques-unes survécurent, niant jusqu'à la fin toute responsabilité. Derrière chaque figure du pouvoir nazi, il y eut une femme qui partageait son monde. Toutes ne signaient pas d'ordre, mais elles vivaient dans des maisons près des camps, s'habillaient avec ce qui était pillé, se taisaient face à l'évident et obéissaient sans questionner. Certaines défendirent même publiquement leur mari après la guerre. Que leur arriva-t-il après la chute du Troisième Reich? Quelles décisions prirent-elles dans leurs derniers jours? Et pourquoi certaines furent-elles jugées et d'autres échappèrent-elles sans conséquence? Magda Goebbels, le dernier acte d'une fanatique. Dans les profondeurs du bunker de Berlin, tandis que le monde s'effondrait au-dessus de leur tête, Magda Goebbels prit une décision qui la convertirait en l'une des criminelles les plus méprisées de l'histoire. Le 1er mai 1945, avec l'aide du dentiste des SS Helmut Kunz, elle administra de la morphine à ses 6 enfants avant de broyer des capsules de cyanure dans leurs bouches endormies. La décision fut prise après une conversation privée avec Hitler, dans laquelle Magda lui manifesta son désir de mourir avec ses enfants comme une famille nationale-socialiste complète. La femme, qui avait été le visage maternel du Troisième Reich, s'était convertie en son bourreau le plus cruel. Helga de 12 ans, Hildegard de 11, Helmut de 9, Holdine de 8, Hedwig de 6 et la petite Heidrun de seulement 4 ans furent assassinés par leur propre mère avant qu'ils puissent se réveiller dans un monde sans Hitler. Selon des témoins du bunker, les filles aînées commencèrent à soupçonner ce qui allait se passer quand Magda les obligea à revêtir leurs plus beaux vêtements et à rester ensemble dans une chambre intérieure, loin du reste du personnel. Magda était arrivée au pouvoir non par hasard, mais par conviction absolue. Divorcée de Günther Quandt, un riche industriel, elle avait trouvé dans le nazisme une religion personnelle. Durant son mariage précédent, elle avait déjà fréquenté des cercles nationalistes et était amie proche d'Anneliese von Ribbentrop, épouse du futur ministre des Affaires étrangères du Reich. Son entrée dans le Parti national-socialiste se produisit de façon officielle en 1930, quand elle se joignit aussi à la Ligue des femmes allemandes. Quand elle rencontra Joseph Goebbels en 1930, elle était déjà une militante active qui avait dévoré chaque page de Mein Kampf et s'était convertie en dirigeante de son groupe local de femmes nazies. Ce fut précisément dans une réunion du parti à Berlin qu'elle échangea ses premiers mots avec Goebbels, qui la décrivit dans son journal comme une femme raffinée avec le tempérament des anciennes romaines. Les fiançailles furent approuvées personnellement par Hitler, qui suggéra même que le mariage devait symboliser l'union parfaite entre la politique du parti et le modèle familial arien. Son mariage avec Goebbels ne fut pas seulement une union sentimentale, mais une alliance idéologique qui la plaça au centre du pouvoir. Hitler devint le parrain de son mariage et une figure paternelle pour ses enfants. La villa des Goebbels se transforma en l'un des principaux centres de réunion de l'élite nazie, où Magda brillait comme hôtesse parfaite du régime. Parmi les invités fréquents se trouvaient Albert Speer, Heinrich Himmler et Martin Bormann. Les déjeuners familiaux organisés par Magda étaient observés comme exemple dans les revues de propagande domestique. Durant la guerre, tandis que des millions mouraient dans les camps d'extermination, Magda se forma comme infirmière de la Croix-Rouge, mais son cœur faible l'obligeait à rester de longues périodes au lit. Son dossier médical incluait des épisodes d'arythmie sévère depuis le début des années 30. C'est pourquoi elle recevait des traitements constants dans des cliniques privées. Même ainsi, elle fut envoyée dans des hôpitaux militaires pour des visites protocolaires sur le front occidental durant 1941 et 1942, bien que sa participation fût principalement symbolique. Elle voyagea aussi à Prague et Vienne dans des missions de charité organisées par le NS Frauenschaft. Sa vie se déroulait entre le luxe des résidences officielles et les traitements médicaux, toujours entourée de privilèges qui contrastaient brutalement avec la souffrance que le régime imposait au monde. Magda disposait de personnel de service recruté parmi les prisonniers français, spécialement sélectionnés par les SS pour les tâches domestiques. L'automobile qu'elle utilisait dans ses déplacements officiels avait appartenu au président Hindenburg et fut remise aux Goebbels comme geste symbolique en 1936. Durant les Jeux olympiques de Berlin,
Magda représenta le parti dans plusieurs actes sociaux aux côtés de femmes de l'aristocratie européenne. Quand les troupes soviétiques entrèrent dans Berlin, la famille Goebbels se transféra au bunker connecté au refuge de Hitler. Là, dans l'après-midi du 30 avril, ils se réunirent pour la dernière fois avec le Führer et Eva Braun. Ce serait le dernier dîner de leur monde. Durant cette journée, Magda insista pour rester aux côtés des enfants à tout moment et ordonna au personnel du bunker de ne pas entrer dans sa zone de repos. Selon Otto Günsche, aide personnel de Hitler, Magda passa une grande partie de la nuit à préparer soigneusement les vêtements des enfants et à écrire des lettres à des parents éloignés. Le jour suivant, après avoir assassiné ses enfants, Magda et Joseph sortirent du bunker vers le jardin de la chancellerie. Là, ils se donnèrent la mort, suivant les instructions de brûler leur corps pour éviter qu'ils soient exhibés comme trophées de guerre. Leurs restes carbonisés furent trouvés par les troupes soviétiques le jour suivant. Le général Ivan Serov, du NKVD, informa que la découverte des corps se produisit aux côtés d'autres restes humains partiellement calcinés, ce qui rendit difficile leur identification immédiate. Ils furent enterrés en secret par l'armée rouge et exhumés à nouveau en 1970 par le KGB pour leur destruction définitive. Dans les lettres qu'elle laissa écrites, Magda expliquait sa décision avec une froideur doctrinaire qui glaçait le sang. Elle ne demandait pas pardon ni n'exprimait de doute. Pour elle, tuer ses propres enfants était un acte d'amour suprême, les sauvant de vivre dans un monde qu'elle considérait indigne de la pureté aryenne. L'un des documents trouvés dans ses bagages personnels était une lettre non signée adressée à sa mère, dans laquelle elle affirmait « Je ne peux pas laisser les enfants vivre dans ce qui viendra. Ils ne sauraient pas qui ils sont. Ils ne sauraient pas pourquoi ils ont vécu un jour. » La lettre fut utilisée par les soviétiques comme preuve du niveau de conviction idéologique des derniers membres du cercle intime de Hitler. Eva Braun, l'épouse secrète de Hitler. Eva Braun vécut durant plus d'une décennie comme le secret le mieux gardé du Troisième Reich. Tandis que les épouses d'autres dirigeants nazis brillaient dans des actes publics et recevaient une reconnaissance officielle, elle restait cachée dans l'ombre, attendant une reconnaissance qui arriverait seulement dans les dernières heures de sa vie. Dans les archives du bureau de presse du Reich, elle ne figure dans aucune liste officielle d'accompagnatrices ou d'épouses, et sa présence était délibérément exclue de toute couverture protocolaire. Son histoire commença en 1929, quand à 17 ans elle travaillait comme assistante dans le studio photographique de Heinrich Hoffmann. Hitler, alors de 40 ans, fut fasciné par sa jeunesse et sa beauté. Mais leur relation fut marquée dès le début par le contrôle absolu et l'isolement émotionnel. Dès le premier moment, Eva signa un contrat de confidentialité personnelle avec Hoffmann qui l'empêchait de parler avec des tiers de tout aspect de la vie privée de Hitler. Cet accord fut géré par Martin Bormann. Hitler maintenait déjà une relation toxique avec sa demi-nièce Gélie Robal, une jeune fille de 22 ans qui vivait sous sa surveillance constante. Le Führer ne permettait pas que Gélie soit seule avec aucun homme et contrôlait chaque aspect de sa vie. La pression fut si intense que la nuit du 18 septembre 1931, tandis que Hitler était à Nuremberg, Gélie prit le pistolet qu'il lui avait donné pour protection et se tira dans la poitrine. L'enquête fut fermée en moins de 48 heures par la police de Munich et furent enregistrées des tentatives du NSDAP pour censurer les rapports de presse. Avec Gélie morte, Hitler resta libre pour développer sa relation avec Eva, mais sous les mêmes prémices de contrôle et de secret. La jeune Eva se retrouva piégée dans une prison dorée, où sa seule fonction était d'être disponible pour les besoins émotionnels de l'homme le plus puissant d'Europe. L'accès au Berghof, la résidence alpine de Hitler, ne lui fut permis qu'après une vérification rigoureuse d'antécédents par les SS. Son nom était omis dans les registres de visites officielles et on lui assigna une chambre séparée pour préserver l'image morale du Führer devant le public. La solitude et l'abandon émotionnel menèrent Eva à la limite. En 1932, après une période prolongée d'indifférence de la part de Hitler, elle tenta de se suicider en se tirant avec le pistolet qu'il lui avait offert. La balle se logea dans son cou, frôlant l'artère. Des années plus tard, elle ingéra une surdose de somnifères dans ce que beaucoup interprètent comme une autre tentative désespérée d'attirer son attention. Le médecin personnel de Hitler
Theodor Morell fut celui qui soigna les 2 épisodes et recommanda de maintenir Eva sous observation médicale périodique, bien que sans hospitalisation officielle pour éviter les rumeurs. Les 2 tentatives fonctionnèrent temporairement. Hitler répondit avec affection et cadeaux, mais sans modifier la structure fondamentale de la relation. Eva continuait d'être un secret, une ombre qui vivait pour lui mais qui ne pouvait exister publiquement à ses côtés. En compensation, Hitler lui accorda l'accès à des biens de luxe, une Mercedes-Benz décapotable, des bijoux confisqués et un petit appartement dans la Prinzregentenplatz, équipé de personnel de service supervisé par le ministère de l'Intérieur. Cependant, tout était administré par des intermédiaires du parti. Eva ne pouvait prendre de décision par elle-même sur ses propriétés. La vie d'Eva se déroulait dans une attente constante. Elle attendait dans sa villa, attendait au Berghof, attendait que Hitler lui prête attention entre ses obsessions politiques et militaires. Elle remplissait son temps avec la photographie, en s'occupant de son chien et en écrivant dans des journaux qui révélaient une femme prise entre l'amour absolu et une sensation constante d'abandon. Plusieurs de ces photographies privées, prises avec un appareil Leica, furent archivées en secret par Heinrich Hoffmann et ne virent le jour qu'après la guerre. Dans celle-ci, on la voit skiant, lisant ou posant avec des animaux, mais jamais dans des réunions politiques ni aux côtés de figures du régime. Durant les années de guerre, tandis que l'Europe se saignait, Eva vivait isolée dans les résidences de Hitler, sans participer à des événements officiels ni avoir voix dans les décisions du régime. Cependant, sa présence dans le cercle intime la convertissait en témoin et bénéficiaire des crimes qui se commettaient au nom du Troisième Reich. Quand fut inauguré le complexe de résidence d'Obersalzberg, Eva reçut un logement à quelques mètres du Berghof. Ses dépenses étaient couvertes par le bureau central du parti et elle comptait sur une escorte permanente. Il lui était permis de se déplacer librement seulement dans une zone de sécurité périmétrale contrôlée par les SS. Le 29 avril 1945, avec Berlin assiégé par l'armée rouge, Eva obtint finalement ce qu'elle avait attendu durant 13 ans. Elle épousa Adolf Hitler. La cérémonie se réalisa dans le bunker souterrain de la chancellerie, entre des murs humides et l'écho constant des explosions soviétiques. Ce fut un mariage bref, civil, avec Joseph Goebbels et Martin Bormann comme témoins. L'acte officiel fut signé par Walter Wagner, un avocat du parti autorisé par Hitler pour célébrer des mariages dans des circonstances extraordinaires. Le document fut rédigé à la main et sa copie fut remise à Eva heures avant son suicide. Elle avait 33 ans quand elle devint l'épouse de Hitler, mais la reconnaissance arriva comme un adieu. La nuit de noces fut aussi la veille du suicide. Eva savait ce qui viendrait et l'avait accepté. Elle refusa les offres d'évasion qui lui furent présentées, déclarant qu'elle préférait mourir aux côtés de lui. L'un des aides du Führer, Otto Günsche, témoigna après la guerre que le général Wilhelm Mohnke lui offrit un passage d'évacuation vers l'ouest, option qu'Eva Braun refusa sans hésiter. Le 30 avril, vers 3h30 de l'après-midi, le couple s'enferma dans le bureau personnel de Hitler. Eva ingéra une capsule de cyanure tandis que Hitler se tirait dans la tête. Leurs corps furent trouvés peu après par ses assistants, qui accomplirent les ordres de les arroser d'essence et de les brûler dans le jardin de la chancellerie. Heinz Ling, majordome de Hitler, et Günsch transportèrent les corps à l'extérieur et mirent le feu dans une fosse improvisée creusée par des soldats des SS quelques heures avant. Les restes brûlèrent durant plusieurs minutes, mais l'avancée soviétique empêcha une incinération complète. Les restes carbonisés furent découverts par les troupes soviétiques, mais maintenus en secret durant des décennies. Eva Braun était passée d'être le secret le mieux gardé du Reich à se convertir en l'un des mystères les plus durables de l'histoire, jusqu'à ce que des documents russes confirment des décennies plus tard sa mort dans le bunker. En 1968, le KGB déclassifia des rapports qui incluaient des analyses dentaires comparatives réalisées avec des archives odontologiques de sa famille, confirmant son identité. Les restes furent exhumés à nouveau en 1970, incinérés complètement et jetés dans la rivière Elbe pour éviter la création d'un lieu de culte. Lina Heydrich, la veuve qui défendit l'architecte du génocide. Quand Reinhard Heydrich mourut après l'attentat de Prague en 1942, sa veuve Lina ne se retira pas silencieusement dans le deuil. Au contraire,
Elle se convertit en la défenseuse la plus féroce de l'un des criminels de guerre les plus brutaux du Troisième Reich, l'homme connu comme l'architecte de la solution finale. Lina von Osten avait embrassé le nazisme bien avant de connaître son futur époux. À 19 ans, en 1930, elle s'affilia au Parti national-socialiste après avoir assisté à sa première réunion politique. Ce ne fut pas une conversion graduelle, mais une révélation immédiate. Depuis ce moment, elle se convertit en une militante active qui distribuait de la propagande et participait à des débats avec une conviction qui impressionnait même les vétérans du mouvement. Son antisémitisme n'était pas superficiel ni opportuniste. Il provenait d'une éducation familiale imprégnée de ressentiment national et de mépris envers les minorités ethniques. Quand elle rencontra Reinhard Heydrich en décembre 1930, elle reconnut en lui un homme avec l'ambition et la froideur nécessaires pour matérialiser ses idéaux raciaux. L'influence de Lina dans la carrière de Heydrich fut décisive. Quand il fut expulsé de la marine pour conduite impropre en 1931, ce fut elle qui le poussa directement vers le noyau du régime nazi. Utilisant ses connexions familiales, elle réussit à ce que Heydrich obtienne un entretien avec Heinrich Himmler, une réunion qui changerait l'histoire de l'Holocauste. Durant l'ascension météorique de Heydrich, depuis chef du service de sécurité jusqu'à architecte de la solution finale, Lina fut toujours proche. Elle organisait les soirées à la maison, recevait d'autres membres des SS, élevait ses enfants avec l'idéologie raciale nazie et défendait les politiques de son époux même dans des cercles privés. Elle admirait sa capacité organisatrice et ce qu'elle appelait sa propreté intellectuelle. Après l'assassinat de Heydrich par des partisans tchèques en 1942, Lina n'abandonna pas sa position ni ne rompit avec le régime. Elle resta dans l'orbite du pouvoir jusqu'à la chute du Reich, recevant des reconnaissances, des pensions et des hommages. Son attitude dans l'après-guerre révéla la véritable portée de son fanatisme. Tandis que l'Allemagne affrontait le processus de dénazification et que les procès de Nuremberg révélaient l'horreur de l'Holocauste, Lina opta pour se convertir en une voie révisionniste. Dans des entretiens et déclarations, elle refusa catégoriquement que son mari ait été impliqué directement dans les assassinats massifs, malgré les évidences documentaires qui le signalaient comme organisateur de la conférence de Wannsee. En Tchécoslovaquie, pays qui avait souffert directement de la répression de Heydrich, Lina fut jugée par contumace et trouvée coupable de collaboration avec le régime nazi. Elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité, bien qu'en se trouvant en Allemagne occidentale, elle ne fut jamais extradée. Le procès symbolisa le besoin de justice des nations occupées, bien que ce soit seulement au niveau moral. En Allemagne, Lina initia des actions légales contre l'État pour réclamer la pension de veuve qui lui correspondait comme épouse d'un général mort en service. En 1956, elle gagna l'affaire, et en 1959, elle obtint aussi des paiements rétroactifs. L'État allemand se vit obligé de payer une pension significative à la veuve de l'homme qui avait organisé l'extermination systématique des Juifs européens. En 1976, Lina publia ses mémoires intitulées « Vivre avec un criminel de guerre ». Le titre suggérait une autocritique, mais le contenu démentait tout remords. Dans le livre, elle dépeignait son époux comme un fonctionnaire efficace mal interprété par l'histoire, victime d'une campagne de démonisation. Elle alléguait que son travail cherchait l'ordre administratif, non le génocide. Jusqu'à la fin des années 70, dans des entretiens accordés à des journalistes et historiens, Lina se maintint fidèle au récit de l'injustice historique envers les hiérarques nazis. Elle n'exprima jamais de compassion pour les victimes de l'Holocauste. Elle ne montra jamais de signe de repentir. Elle mourut en 1985 dans la même maison de l'île de Fehmarn, où elle avait vécu des décennies, soutenue économiquement par le pays que son époux avait aidé à détruire. Gerda Bormann, la fanatique qui fuit parmi les ruines. Gerda Bormann incarna comme peu le fanatisme nazi dans sa forme la plus pure. Éduquée depuis l'enfance dans l'idéologie nationale-socialiste, dévote de Hitler et convaincue du destin racial de l'Allemagne, sa vie termina comme symbole du délire collectif qui caractérisa le Troisième Reich, déguisée, moribonde, mais encore accrochée à une foi que le monde avait rejetée. Son nom apparut fréquemment dans des documents internes du NS-Frauenschaft, où elle était citée comme modèle de discipline, fidélité et maternité archétypique de l'idéal nazi.
Née Gerda Buck en 1909, elle grandit au sein d'une famille étroitement liée au nationalisme allemand. Son père, Walter Buck, était juge militaire et l'un des premiers membres du parti nazi. Après le putsch raté de Munich en 1923, Walter se convertit en l'un des juges qui traita avec indulgence les conspirateurs, ce qui lui valut la sympathie de Hitler. La proximité entre les deux facilita l'entrée de Gerda dans les cercles juvéniles du parti et son accès à des espaces normalement restreints aux hommes. L'éducation de Gerda ne fut pas simplement nationaliste. Elle fut doctrinaire depuis la première enfance. Elle écoutait des discours de Hitler, lisait des pamphlets antisémites et assistait à des réunions partidaires bien avant que le national-socialisme arrive au pouvoir. Entre 1926 et 1928, elle assista à des séminaires organisés par la Ligue allemande des étudiants nationaux où se formaient de futures dirigeantes féminines du parti. Elle collabora aussi à la distribution d'exemplaires du Völkischer Beobachter, le journal officiel du NSDAP. Comme jeune activiste de la Ligue des femmes nazies, elle participait à des campagnes de propagande et formait d'autres femmes aux valeurs du rôle féminin proposé par le nazisme, mère, épouse et soutien racial de la communauté allemande. Ce fut son père qui lui présenta Martin Bormann, un ambitieux officier de presse qui avait déjà démontré sa loyauté au sein des SA. À cette époque, Martin était assistant de Rudolf Hess et travaillait dans l'administration du parti à Weimar. Son ascension commença après le soutien décisif de Walter Buck à sa candidature au sein de l'appareil administratif du parti. Son mariage en 1929 fut plus qu'une union sentimentale, ce fut une alliance idéologique. Ensemble, ils eurent 10 enfants, tous élevés sous de stricts principes raciaux et nationalistes. Gerda s'occupait personnellement de leur éducation idéologique, les maintenant éloignés de toute influence qu'elle considérait dégénérée ou contraire aux valeurs du Reich. Les enfants furent éduqués par des tuteurs sélectionnés directement par le bureau du parti et participaient à des cérémonies officielles depuis un âge tendre. L'un des fils, Adolf Bormann, fut nommé ainsi en l'honneur de Hitler. À mesure que Martin Bormann montait jusqu'à se convertir en l'homme le plus puissant du régime après Hitler, Gerda jouissait des privilèges que sa position lui accordait. Elle vivait dans des résidences exclusives, avait du personnel de service et accès à des territoires occupés. Mais plus important que les bénéfices matériels était sa conviction idéologique. Elle croyait genuinement en la supériorité raciale allemande et en la mission historique du national-socialisme. Durant les années de guerre, elle participa à des programmes de relocalisation de familles racialement valables au sein du Lebensborn et à des initiatives d'assistance aux femmes allemandes dans des territoires annexés. Quand le Troisième Reich s'effondrait en avril 1945, Gerda ne tenta pas de construire une nouvelle vie, mais de préserver le peu qui restait encore de son monde antérieur. Elle savait que les troupes soviétiques s'approchaient et que son époux était piégé à Berlin avec Hitler. La dernière fois qu'elle le vit, il emmenait 5 de ses enfants avec l'espoir de se frayer un chemin hors de la ville assiégée. Dans cette réunion, selon déclara l'un des chauffeurs personnels de Bormann, Gerda remit à Martin une boîte métallique qui contenait des documents, des photographies familiales et des pièces d'or. La décision de Gerda fut désespérée mais calculée. Elle se déguisa comme directrice d'un foyer infantile et emmena les 4 autres enfants, les faisant passer pour orphelins. Ils montèrent dans un autobus scolaire en direction du sud, traversant des zones rurales dévastées par les combats. Le véhicule fut escorté par un officier de la Volkssturm jusqu'à la limite du Tyrol. Le voyage les mena au Tyrol du Sud, où d'anciens fonctionnaires du parti offraient encore refuge aux fugitifs nazis. Le trajet fut enregistré plus tard dans des documents de renseignement britanniques qui reconstruisirent sa route de fuite. Elle fut reçue par le chef régional nazi, qui la cacha dans une maison de campagne près de Bolzano. Mais Gerda n'était plus la femme forte qui avait dirigé un foyer idéologiquement pur durant 16 ans. Elle souffrait de douleurs insupportables dans la partie basse du corps. Un médecin local diagnostiqua ce qu'elle craignait, cancer de l'ovaire en état terminal. Le diagnostic fut confirmé par un médecin des SS qui restait encore dans la zone et on opta pour ne pas la transférer à cause de son état avancé de faiblesse. Les Britanniques, alertés de son lieu de séjour, envoyèrent des agents qui la trouvèrent prostrée et terrorisée. Convaincue qu'elle serait envoyée dans un camp de concentration, elle fut surprise quand ils la transférèrent dans un hôpital de prisonniers de guerre à Merano.
Elle fut opérée d'urgence, mais c'était déjà trop tard. La métastase était avancée et il ne lui restait que quelques semaines de vie. L'hôpital était sous administration alliée, mais le personnel médical local documenta que Gerda exigeait encore d'être traitée par son nom complet et réclamait ses droits comme épouse d'un dirigeant du Reich. Durant son agonie, Gerda prit une décision inattendue. Elle se convertit au catholicisme. Il n'y a pas de registre de confession explicite ni de repentir pour les crimes du régime. Sa conversion sembla plus une recherche de paix spirituelle face à la mort qu'une reconnaissance de culpabilité morale. Le prêtre qui lui administra les sacrements fut interrogé par les forces alliées peu après, et dans son témoignage, il assura que Gerda n'exprima aucun remords, mais accepta le rituel avec détermination. Elle mourut le 23 mars 1946, à 36 ans, après avoir reçu les derniers sacrements. Son corps fut enterré discrètement au Tyrol, tandis que ses enfants restaient répartis dans différentes institutions sous tutelle alliée. À cette époque, son époux Martin Bormann avait disparu après la chute de Berlin, se convertissant en l'un des fugitifs nazis les plus recherchés du monde. Il fut déclaré officiellement mort par des tribunaux de dénazification en 1954, bien que sans évidence médico-légale concluant à ce moment. L'incertitude sur le destin de Bormann se prolongea durant des décennies, alimentant des théories sur sa fuite en Amérique du Sud. Ce ne fut qu'en 1972, quand des ouvriers découvrirent des restes humains près de la station Lehrter à Berlin, que l'énigme commença à se résoudre. Le crâne présentait une fracture et des restes de capsules de cyanure. Des preuves génétiques réalisées dans les années 90 par des laboratoires de médecine légale de Munich confirmèrent que les os appartenaient à Martin Bormann, qui était mort en 1945 après avoir ingéré du poison durant une tentative ratée d'évasion. Gerda ne le sut jamais. Dans ces dernières semaines, selon des témoignages médicaux, elle répétait le nom de son époux avec insistance, sans savoir s'il était vivant, s'il l'avait abandonné ou si elle le reverrait. Margaret Himmler, la dame silencieuse de la terreur. L'histoire de Margaret Himmler représente l'un des cas les plus complexes parmi les épouses de dirigeants nazis. Une femme qui, sans prendre les armes ni dicter d'ordre, participa à la légitimation domestique de la terreur avec une conviction silencieuse mais inébranlable. Comme épouse du Reichsführer SS Heinrich Himmler, sa proximité au centre du pouvoir ne fut pas seulement symbolique, mais idéologique et émotionnellement active. Née Margaret Boden en 1893, fille d'un pharmacien, elle se forma comme infirmière durant la Première Guerre mondiale. Sa profession s'ajustait parfaitement à l'idéal nazi de la femme allemande au service de la communauté raciale, disciplinée, austère, dévote de la santé publique et de la maternité. En 1928, déjà veuve et avec un fils de son premier mariage, elle contracta mariage avec Heinrich Himmler, qui alors initiait à peine son ascension au sein du parti nazi. Leur union fut moins romantique que stratégique. Elle lui apportait respectabilité bourgeoise et expérience dans le soin des blessés, tandis qu'il lui offrait statut social et une cause commune. Margaret s'affilia au NSDAP en 1928 et maintint correspondance régulière avec son époux durant ses campagnes politiques, toujours imprégnées d'idéologie raciale et nationaliste. Les lettres conservées dans les archives allemandes révèlent que tous deux partageaient une vision du monde dans laquelle le peuple allemand devait se purifier, s'étendre et gouverner sur des races considérées inférieures. Pour Margaret, la rhétorique antisémite n'était pas un simple accessoire idéologique. C'était un cadre moral authentique qui justifiait les politiques les plus extrêmes du régime. À mesure qu'Himmler montait dans la hiérarchie du Reich, se convertissant en l'architecte du système de camps de concentration, Margaret se transformait en une figure de prestige au sein de la structure féminine du nazisme. Bien qu'elle n'occupât pas de postes officiels, son statut comme épouse du Reichsführer SS la convertissait en une référence idéologique pour d'autres femmes du parti. Elle jouissait de résidences exclusives, personnel de service, escorte militaire et accès à des territoires occupés. En 1940, elle réalisa un voyage en Pologne, occupée comme partie d'une délégation qui inspectait des installations hospitalières allemandes. Dans son journal personnel, elle écrivit des commentaires méprisants sur la population polonaise et juive, reflétant une mentalité qui non seulement tolérait, mais qui renforçait les politiques d'occupation et d'extermination.
Durant la guerre, elle participa à des visites dans des hôpitaux militaires et fut vue à plusieurs occasions accompagnant des soldats blessés dans des actes commémoratifs organisés par les SS. Son rôle, bien que ni militaire ni bureaucratique, était de légitimation sociale. Elle donnait forme au modèle féminin du pouvoir nazi, invisible en termes politiques, mais omniprésente en termes symboliques. Le 6 mai 1945, tandis qu'Heinrich Himmler se suicidait avec une capsule de cyanure après avoir été capturé par des forces britanniques, Margaret était arrêtée par des troupes américaines à Bolzano, Italie. L'accompagnait sa fille Gudrun, de 15 ans. Toutes deux furent internées dans plusieurs camps de prisonniers avant d'être transférées en Allemagne pour le processus de dénazification. Le processus judiciaire auquel elle fut soumise dura des années. En 1948, un tribunal allemand la classifia comme bénéficiaire majeure du régime, une catégorie qui impliquait avoir reçu des avantages substantiels du nazisme sans participer directement à des crimes. Cette classification entraînait la perte de droits civils, restriction de mouvement et l'impossibilité de recevoir des pensions étatiques. Dans sa défense, Margaret allégua méconnaissance des activités criminelles de son époux. Cependant, sa correspondance, témoignages d'anciens employés et registres de ses voyages révélaient qu'elle était parfaitement au courant du système d'occupation, déportation et extermination. Malgré cela, le tribunal opta pour ne pas lui imposer une peine de prison, considérant que sa participation avait été passive. Après sa libération, Margaret vécut sous un nom de famille faux durant plusieurs années. Le stigmate d'être la veuve d'Himmler la condamnait à l'isolement social et au rejet institutionnel. Les autorités allemandes se refusaient à lui fournir compensation économique et elle vécut avec extrême austérité dans un petit logement rural, accompagnée uniquement par sa fille Gudrun. Durant les années 50 et 60, elle se maintint complètement éloignée des médias. Elle n'accorda pas d'entretien, n'écrivit pas de mémoire et ses apparitions publiques furent pratiquement inexistantes. Cette invisibilité fut stratégique pour éviter de plus grandes conséquences légales, mais reflétait aussi un profond ressentiment. Elle ne reconnut jamais la criminalité du régime nazi. Elle ne regrettait que sa défaite. Margaret mourut en 1967 à Munich, enterrée sans cérémonie officielle ni reconnaissance publique. Sa fille Gudrun, cependant, continuerait durant des décennies comme activiste dans des cercles néo-nazis, défendant la figure de son père et niant les crimes de l'Holocauste. Mais Margaret, fidèle à sa stratégie de survie, emporta son idéologie dans le silence absolu. Ilse Hess, la voie philosophique du fanatisme. Ilse Hess représente un profil unique parmi les épouses de dirigeants nazis. Elle ne fut pas simplement la compagne de l'homme qui protagonisa le vol le plus insolite du Troisième Reich, mais sa défenseuse intellectuelle et l'interprète philosophique d'un nazisme spiritualisé qu'elle considérait supérieur au militarisme pragmatique d'Himmler et Goebbels. Née Ilse Pröll en 1900 à Hanovre, elle fut éduquée dans un environnement académique et patriotique qui la mena à développer un idéalisme nationaliste précoce. Elle étudia philosophie, littérature et pédagogie à Iéna et Munich, se spécialisant dans le romantisme allemand, spécialement dans l'œuvre d'Hölderlin et Wagner. Son inclination pour la littérature la mena à intégrer des cercles juvéniles conservateurs qui seraient plus tard absorbés par le mouvement national-socialiste. Elle rencontra Rudolf Hess à Munich, quand tous deux faisaient partie de l'entourage proche d'Adolf Hitler. Ce qui les unit ne fut pas une attraction superficielle, mais une vision partagée et spiritualisée du nationalisme. Ils voyaient en Allemagne non seulement une nation, mais un destin métaphysique. Ils se marièrent en 1927 et depuis lors, il se passa à faire partie active du mouvement nazi comme collaboratrice intellectuelle et épouse de celui qui se convertirait en le second homme du Reich. Ses lettres et mémoires montrent une relation profondément symbiotique avec Rudolf. Ils dialoguaient sur la mythologie germanique, l'âme du peuple allemand et la fonction spirituelle du dirigeant charismatique. Pour Ilse, le Troisième Reich n'était pas seulement une structure de pouvoir, mais une manifestation sacrée de l'histoire allemande. Et Rudolf Hess était l'un de ses prophètes les plus purs. Ilse participa activement aux organisations de femmes nationales-socialistes, écrivit des articles dans des publications du parti et accompagna son époux dans de nombreux événements publics durant la première décennie du régime. Son rôle fut moins domestique que doctrinal.
Elle formait d'autres femmes à l'éducation politique qui devaient régir les foyers du Reich. À la différence d'autres épouses de haut commandement nazis, Hills ne promouvait pas seulement la maternité ou le service à l'État. Elle défendait une vision culturelle profonde du nazisme qui intégrait histoire, littérature, philosophie et esthétique. Dans ses écrits, elle comparait le destin de l'Allemagne au cycle de la tragédie grecque et interprétait la guerre comme une épreuve spirituelle des peuples supérieurs. Sa vie changea drastiquement le 10 mai 1941 quand Rudolf Hess monta dans un avion Messerschmitt et vola en solitaire vers l'Écosse dans une tentative désespérée de négocier la paix avec le Royaume-Uni. L'acte fut interprété comme trahison par Hitler, qui ordonna l'arrestation d'Hess s'il revenait. La propagande nazie tenta de faire taire le fait ou de le présenter comme produit d'une maladie mentale. Il se resta abruptement isolé. D'être l'épouse du vice-führer, elle passa à être la femme d'un traître. Elle fut surveillée, exclue des cercles officiels et soumise à des interrogatoires internes. Il lui fut interdit de publier et durant des années, elle vécut recluse avec son fils dans sa propriété de Bavière, sous menace constante de détention. Malgré le châtiment, elle ne répudia jamais son époux. Elle le défendit depuis le premier moment, écrivant en secret « S'il vola pour la paix, alors c'est le dernier idéaliste de ce Reich ». Cette phrase résume le point d'inflexion de sa vie. Elle passa d'être partie du pouvoir à se convertir en martyr idéologique de l'échec du nazisme spiritualiste. Après la guerre, elle fut détenue brièvement par les forces alliées, mais libérée en ne trouvant pas de preuves de crime direct. Elle s'installa dans le petit village d'Indelang, où elle vécut avec modestie, mais ne se rétracta jamais de ses convictions. Au contraire, elle commença une intense campagne de revendication qui durerait le reste de sa vie. Elle publia plusieurs livres et essais défendant Rudolf Hess comme un homme sensible, mal interprété et victime d'une conspiration internationale. Dans ses textes, elle déployait un style littéraire chargé de symboles et références classiques, insérant le national-socialisme dans une tradition philosophique allemande qui remontait à Goethe et Nietzsche. Elle ne nia jamais sa sympathie pour Hitler, mais soutenait que Rudolf Hess représentait une version pure de l'idéal nazi, antérieure aux dégénérations bureaucratiques du régime. Cette réinterprétation trouva écho dans certains cercles nationalistes allemands d'après-guerre, qui voyaient en Hess une figure tragique et en Hills sa prêtresse intellectuelle. Quand Rudolf fut condamné à la réclusion à perpétuité au procès de Nuremberg et envoyé à la prison de Spandau à Berlin occidental, il se sollicita durant des années des permissions pour le visiter. Après de multiples refus, elle obtint autorisation dans les années 60 et ses visites devinrent régulières. L'image d'Hills, déjà âgé, marchant vers les murs gris de Spandau avec des livres et lettres sous le bras, se convertit en l'un des symboles les plus persistants du crépuscule nazi. Elle portait des poèmes, des lettres de soutien d'anciens militants, des fleurs. Il parlait durant des heures en privé et elle sortait toujours ferme, convaincue que son époux continuait d'être prisonnier d'une injustice historique. Même après la mort de Rudolf en 1987, son héritage continua à travers des groupes qui promouvaient sa revendication historique. Il se mourut en 1995 sans exprimer aucun repentir. Jusqu'à la fin, elle crut que le national-socialisme ne fut pas une erreur, mais une œuvre incomplète que l'histoire n'avait pas encore comprise. Hedwig Höss, la dame de l'enfer nazi. Tandis que les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau dévorèrent la vie de plus d'1 million de personnes à quelques mètres seulement, dans une villa de style bavarois entourée de rosiers, Hedwig Höss organisait des dîners familiaux, tricotait avec ses filles et se promenait à bicyclette sur des sentiers qui bordaient le camp d'extermination le plus grand du Troisième Reich. Elle était l'épouse du commandant Rudolf Höss, mais surtout elle était la dame d'une maison construite littéralement sur l'abîme du génocide. Son histoire manque de grands discours, livres publiés ou déclarations publiques. C'est l'histoire d'une présence muette, une ombre féminine qui décida de ne pas regarder tandis que la machinerie de la mort fonctionnait de l'autre côté de la grille. Hedwig naquit en 1908 dans une famille allemande de classe moyenne. En 1929, elle épousa Rudolf Höss, un jeune vétéran de la Première Guerre mondiale qui appartenait déjà au rang nazi. Ensemble, ils eurent 5 enfants. En 1940, quand Rudolf fut nommé commandant d'Auschwitz, la famille se transféra dans une villa construite spécifiquement dans le périmètre du camp.
La maison, connue par les prisonniers comme la Maison Blanche, était située juste à côté du mur extérieur d'Auschwitz I. Depuis ses fenêtres, on pouvait voir une partie du camp, les barbelés et la fumée qui sortaient constamment des cheminées des crématoriums. Cette villa n'était pas une résidence temporaire. Elle fut agrandie, décorée avec des meubles confisqués aux Juifs déportés et dotée de jardins dessinés par des prisonniers qui travaillaient comme esclaves. Hedwig se référait à ce lieu comme le paradis des enfants, un foyer idéal pour élever sa famille. Bonnes, cuisinières et jardiniers, tous prisonniers du camp, maintenaient le foyer fonctionnant sous la supervision directe de Madame Heuss. Plusieurs survivants de l'Holocauste racontèrent des années plus tard avoir vu Hedwig se promener avec ses enfants tandis qu'en arrière-plan, les colonnes de fumée noire montaient constamment au ciel. Les témoignages d'ex-prisonniers coïncident à décrire la figure d'Hedwig comme partie du paysage quotidien d'Auschwitz. On la voyait faisant des achats dans le périmètre du camp, ordonnant aux prisonniers de charger du bois pour son foyer, supervisant le travail domestique dans la villa. Il n'y a pas d'évidence qu'elle participât directement à des tortures ou exécutions, mais sa présence n'était pas innocente ni ignorante. Une ex-prisonnière juive qui travailla comme servante dans la maison des Heuss déclara des décennies plus tard « Elle savait parfaitement ce qui se passait, elle ne pouvait pas ne pas le savoir. Elle lavait le linge, tandis que dehors cela sentait constamment la chair brûlée. Elle nous donnait des ordres, nous regardait avec mépris. Elle ne criait pas, mais son dégoût envers nous était permanent et visible. » Un autre témoignage affirme qu'en une occasion, Hedwig frappa une prisonnière parce qu'elle avait cassé une pièce de sa vaisselle. Selon des rapports soviétiques, après la libération du camp, Hedwig était mentionnée comme présente régulièrement dans des zones administratives du camp et maintenait amitié avec les épouses d'autres officiers SS, avec qui elle partageait promenades, goûters et conversations sur les Juifs. Cette normalisation de l'horreur, ce cohabiter quotidiennement avec le génocide comme s'il était partie du paysage naturel, est ce qui rend sa figure si inquiétante pour les historiens. Quand l'avancée de l'armée rouge s'approcha d'Auschwitz en janvier 1945, les Heuss fuirent précipitamment. La villa fut abandonnée et Hedwig se réfugia dans la région de Flensburg sous une identité fausse, emportant avec elle ses 5 enfants. Rudolf fut capturé en 1946 et après avoir témoigné au procès de Nuremberg sur le fonctionnement d'Auschwitz, fut livré aux autorités polonaises. Durant le procès de Rudolf en Pologne, Hedwig fut mentionnée plusieurs fois par lui, toujours comme une épouse exemplaire qui maintenait le foyer en ordre et s'occupait parfaitement des enfants. À aucun moment Rudolf ne suggéra qu'elle ignorait la nature de son travail ou les activités qui se développaient dans le camp. Hedwig fut arrêtée brièvement par les Britanniques en 1945, mais jamais jugée formellement. Durant ses interrogatoires, elle allégua méconnaissance absolue de ce qui se passait à Auschwitz. Elle déclara qu'elle ne savait pas quel était le travail spécifique de son époux, que sa vie se déroulait exclusivement comme mère occupée avec ses enfants et les tâches domestiques. Elle ne demanda pas pardon, n'exprima pas d'empathie pour les victimes, seulement demanda d'être oubliée et laissée en paix. À la différence d'autres veuves du nazisme, Hedwig choisit le silence absolu comme unique stratégie de survie. Elle n'écrivit pas de mémoire, n'accorda pas d'entretien, ne participa pas à des mouvements négationnistes ni revendicatifs. Sa stratégie fut de disparaître complètement de la vie publique. Elle déménagea sous un autre nom dans une région rurale d'Allemagne occidentale et vécut avec ses enfants dans des conditions modestes, complètement éloignées de toute attention médiatique. L'information sur ses dernières années est extrêmement rare. On sait qu'elle mourut en 1989 sans qu'aucun moyen de communication le mentionne. Elle fut enterrée sans cérémonie et ses enfants, qui changèrent leur nom de famille pour d'autres complètement différents, ont évité systématiquement de parler d'elle durant des décennies. L'un de ses fils, Hans-Jürgen, rompit exceptionnellement le silence dans les années 90 pour déclarer à un journaliste allemand que elle n'était pas innocente de ce qui se passa, mais elle était complètement brisée à l'intérieur. Cette phrase résume l'héritage d'Hedwig, une figure détruite, mais non par remords envers les victimes, mais par l'effondrement du monde dans lequel elle avait choisi de vivre. Emmy Göring, la chute de la première dame du Reich. Il y eut un temps où Emmy Göring brilla plus que toute autre femme au cœur du Troisième Reich. Actrice acclamée, hôtesse officielle de Hitler, portraiturée avec luxe dans toutes les revues nazies,
Sa vie durant les années du pouvoir semblait un défilé interminable de galas, manoirs, uniformes de gala et hommages publics. Elle était l'incarnation féminine de la splendeur esthétique que le régime avait besoin pour adoucir sa brutalité politique. Au milieu d'une Europe qui se saignait sous la guerre totale, Amy vivait dans des châteaux décorés avec des tapis persans, candélabres baroques et vaisselle de porcelaine pillée. Elle organisait des banquets qui ignorèrent complètement les cartes de rationnement qui asphyxiaient les citoyens allemands. Ces dîners incluaient faisans, caviar et vin français, tandis que les villes tombaient sous les bombes alliées et les familles se nourrissaient avec soupe de navets et pain de seigle. Mais après la défaite de 1945, cette splendeur tomba comme un rideau sur la scène de l'histoire. Emma Sonnemann naquit à Hambourg en 1893. Fille d'un entrepreneur prospère et d'une mère qui avait été actrice, elle hérita tant le goût pour les arts que l'accès à une éducation raffinée et coûteuse. Depuis très jeune, elle se distingua comme interprète dramatique, participant à des œuvres classiques dans le prestigieux Théâtre national de Weimar. Son élégance naturelle, sa voix parfaitement modulée et sa présence scénique la convertirent en une figure respectée au sein du théâtre allemand d'entre-deux-guerres. Elle n'était pas une célébrité vide, elle était une professionnelle de l'art dramatique avec réputation. Ce fut précisément dans l'un de ces cercles culturels d'élite qu'elle rencontra Hermann Göring, alors un héros de guerre en ascension au sein du parti nazi. Il fut fasciné par sa beauté, son raffinement et sa capacité à se mouvoir avec naturel dans des environnements aristocratiques. Elle vit en lui un homme puissant qui pouvait lui offrir une plateforme beaucoup plus grande que n'importe quelle scène théâtrale. L'attraction fut mutuelle, mais aussi stratégique. Une alliance entre l'esthétique du pouvoir et le pouvoir de l'esthétique. Ils se marièrent en 1935 dans une cérémonie qui fut beaucoup plus qu'un mariage personnel. Ce fut un événement national soigneusement orchestré par le ministère de la Propagande. Hitler, qui n'avait pas d'épouse ni compagne officielle reconnue, décida de convertir Amy en la première dame non officielle du Reich. Il l'adopta comme son accompagnatrice dans des réceptions diplomatiques, fonctions d'opéra et défilés militaires. La presse du régime la portraiturait constamment avec fourrures exotiques, perles orientales et couronnes florales. Son image circulait dans des cartes postales, calendriers officiels et revues féminines du parti. Sa figure fut utilisée stratégiquement pour adoucir le visage masculin, militariste et brutal du régime devant l'opinion publique internationale. Amy savait représenter à la perfection son rôle d'actrice politique. Elle savait quand parler et quand garder le silence, quand sourire et quand montrer solennité, quand s'incliner devant le fureur et quand se retirer discrètement. Elle ne fit jamais de discours ni ne rédigea de manifeste, mais sa présence légitimait visuellement une vision idéalisée du nazisme domestique décent et ordonné. Elle représentait par sa seule présence l'idéal féminin du Troisième Reich, beauté, obéissance, maintien et maternité archétypique. Tandis que l'Europe s'enflammait sous la guerre, Amy vivait dans des résidences de luxe, le manoir d'Obersalzberg, le palais Karinhal, un complexe gigantesque construit spécialement pour son époux, et des châteaux confisqués aux aristocrates juifs en Autriche, Tchécoslovaquie et Pologne. Les fêtes qu'elle organisait étaient fastueuses même pour les standards du régime. Les tables étaient décorées avec cristallerie belge, fleurs apportées de serres bavaroises et orchestres privés. On servait des plats internationaux tandis qu'aux abords de Berlin, les citoyens échangeaient des bons contre margarine artificielle. Les salons de marbre de ces résidences contrastaient brutalement avec les ruines de Varsovie, Rotterdam et Coventry. Son époux accumulait art pillé de musées européens, bijoux confisqués et propriétés volées à des communautés entières. Amy participait activement de cette vie de gaspillage. Elle s'habillait avec des costumes dessinés par des couturiers de Paris, assistait à des opéras privés en pleine campagne militaire du front oriental, recevait des invités diplomatiques avec un sourire qui cachait le bruit lointain des trains qui transportaient des victimes vers Auschwitz. Ce silence était aussi complicité. Divers documents de l'époque la mentionnent comme participante fréquente de cérémonies officielles du parti, réceptions d'État et événements diplomatiques de haut niveau. Bien qu'elle n'eût pas de pouvoir militaire ni bureaucratique, sa figure légitimait le spectacle propagandistique du régime.
Les revues nazies publiaient constamment des photographies de sa fille Edda, jouant avec Himmler, Goebbels et autres hiérarques, sous le slogan que le Reich était aussi une famille. On la portraiturait non seulement comme symbole de beauté, mais comme mère exemplaire, épouse dévouée et compagne des grands hommes du Nouvel Ordre. Quand le Troisième Reich s'effondra en mai 1945, Emmy Göring fut capturée par les forces alliées avec sa fille. Il n'y eut pas d'escorte, ni bijoux, ni privilèges. Elle fut transférée dans une base américaine en Bavière, puis dans un centre d'interrogatoire où elle comprit que le monde qui l'avait vénérée avait disparu. Durant les interrogatoires de renseignement, Emmy répéta qu'elle ne savait rien, qu'elle avait vécu isolée des décisions politiques, qu'elle avait été une simple mère. Mais les interrogateurs ne virent pas une victime. Ils virent une figure publique qui, durant 12 ans, s'était bénéficiée du pillage, de la répression et de l'extermination. En 1948, elle fut jugée dans un tribunal de dénazification. On ne l'accusa pas de crime de guerre au sens strict, mais d'avoir été une bénéficiaire principale du régime, une femme qui avait accepté et profité des privilèges du pouvoir sans questionner leur origine. Le tribunal détermina qu'elle devait perdre tous ses biens, être dépouillée de ses droits civils et rester inhabilitée pour toute activité publique durant 5 ans. La sentence fut exemplaire. Emmy ne l'appela pas. Elle garda le silence. Durant cette période, elle vécut dans un appartement modeste à Munich. Elle vendait le peu qui lui restait de son trousseau, tableaux mineurs, robes anciennes. Quelques amis du monde théâtral qui survécurent politiquement à la guerre lui offrirent assistance discrète. Emmy ne revint pas jouer ni donner d'entretien. Elle refusa toutes les offres d'éditoriaux ou cinéastes qui lui proposèrent de raconter son histoire. Elle se refusa à apparaître dans des programmes de télévision ou radio. Son nom disparut des médias. Sa stratégie fut l'invisibilité totale, comme si elle voulait s'évanouir pour ne pas affronter publiquement ce qu'elle avait représenté. Sa fille Edda, élevée comme la fille dorée du Reich, opta aussi pour le silence. Elle n'écrivit pas de mémoire, n'accorda pas d'entretien. Elle refusa toujours de parler de ses parents ou du passé. Le poids du nom de famille Göring était une condamnation silencieuse que toutes deux partagèrent. L'histoire officielle les laissa de côté, et aucune ne fit rien pour la réécrire.